Alors, bonjour à tous et à tous. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Charles-David Duchesne. Je suis conseiller à la vie associative et aux dossiers sociaux à la REC-CSQ. Pour les personnes qui ne sont pas membres de notre association, je vais me permettre de vous expliquer très rapidement qu'est-ce que la REC. En fait, c'est l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, qui est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec. La REC a pour mission de promouvoir et de défendre les droits et les intérêts culturels, sociaux, économiques et environnementaux de ses membres, des personnes retraitées, des personnes aînées, mais aussi des générations futures. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Stéphane Boyer, qui est un homme politique québécois. En fait, on le reçoit pour souligner le Jour de la Terre. Donc, il a été invité par le Comité national de l'environnement de la REC. En 2016, Stéphane Boyer remporte le concours Personnalité de la relève municipale de l'Union des municipalités du Québec. Il se fait notamment remarquer grâce à son implication lors des consultations publiques du projet d'oléoduc Énergie-Est et est reconnu par la France dans le cadre du programme d'invitation des personnalités d'avenir. Après 2 ans comme conseiller municipal, Stéphane Boyer est élu maire de Laval en novembre 2021. Des quartiers sans voiture, dont il sera question aujourd'hui, est son deuxième livre. Dans un monde où les changements climatiques nous forcent à repenser nos façons de faire, il ne peut être qu'encourageant de constater que des décideurs politiques partagent nos préoccupations en matière d'environnement, de développement durable et qu'ils s'inspirent de ce qui se fait de mieux dans le monde pour le mieux-être de leur communauté. J'ai particulièrement été très impressionné quand j'ai vu le maire Boyer prendre part à un voyage outre-mer en Europe pour aller s'inspirer de ce qui se fait de mieux dans d'autres villes du monde pour ramener ça sans prétention de réinventer la roue, mais de prendre des solutions qui sont déjà existantes et de leur donner une véritable chance pour le mieux-être de la communauté. J'ai parlé avec M. Boyer tout à l'heure. On va terminer la conférence à midi. Donc, il va nous entretenir, il va faire sa présentation. Si je vois qu'il y a beaucoup de questions en cours de conférence, je me permettrai de l'interrompre et de lui adresser certaines de ces questions. Autrement, on réservera une période de questions à la toute fin. Pour nous faire part de vos questions, pour nous envoyer vos questions, vous devez utiliser la fonction questions et réponses dans ce webinaire. Autrement, s'il nous reste du temps à la fin, on permettra à certaines personnes de nous adresser leurs questions à voix haute, donc en leur permettant d'activer leur micro. Vous pourrez alors lever la main avec les fonctionnalités qui sont offertes dans le webinaire. Alors, je vais rapidement céder la parole à Mme Germain Saucier, qui est la responsable politique à la REC du dossier de l'environnement, et elle pourra par la suite céder la parole à notre invité, M. Boyer. Alors, bonjour à chacune et à chacun. Ça me fait plaisir au nom de la REC, du comité exécutif de la REC et du conseil d'administration, de vous accueillir à cet avant-midi. Je voudrais vous dire que la préoccupation de la REC pour l'environnement est très présente, mais tout au long de l'année. Oui, demain, on va souligner la journée de la Terre, mais il faut s'en préoccuper à chaque jour et c'est ce qu'on essaie de faire avec notre comité environnement. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre et je salue plus particulièrement les membres de la REC qui sont en cours d'activité. Je sais que certains ont commencé des activités ce matin, se joignent à la conférence, ils vont continuer par d'autres types d'activités au cours de l'après-midi. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Alors, à vous, M. Boyau. Merci beaucoup, Mme Saucier, M. Dufresne. Donc, un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler du développement de nos villes, du développement de nos quartiers, parce qu'après tout, c'est un milieu de vie, c'est là qu'on passe notre quotidien. Puis la manière dont on développe nos villes, qu'on développe nos quartiers, ça influence beaucoup comment on se sent au quotidien. Je suis certain que vous avez tous déjà été en voyage et en visitant un endroit, soit vous êtes tombé en amour, vous êtes dit « Wow, j'aimerais ça venir vivre ici », ou à l'inverse, vous avez été dans des endroits qui étaient plutôt stériles ou
vous vous êtes dit jamais j'aimerais travailler ou vivre ici. Donc, la manière que les villes conçoivent les bâtiments, les routes, les espaces publics, ça a beaucoup d'impact sur comment on se sent au quotidien, mais aussi sur le taux de taxation qu'on va payer, sur la qualité de l'air, sur notre santé, sur est-ce que ça va favoriser des échanges entre les humains qui habitent l'espace ou pas. Donc, c'est un sujet moi qui me passionne, que je trouve très intéressant, puis que j'ai appris à connaître aussi au fil des années là, comme élu municipal. Donc, l'idée des quartiers sans voiture, c'est une idée qui est née, en fait. Je peux peut-être commencer avec ça, d'où part l'idée. C'est qu'à la ville de Laval, on avait un vieux règlement d'urbanisme qui datait des années 70. Et depuis quelques années, nous travaillons à le refaire au complet. Donc, on voulait se doter d'une nouvelle vision, d'un nouveau règlement pour encadrer ce qui peut se développer sur notre territoire. Et à ce moment-là, je me suis dit que ça serait intéressant de ne pas juste mettre à jour notre règlement, mais essayer de voir en dehors de la boîte, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut construire la ville, nos quartiers de manière différente? Et j'ai commencé à réfléchir à différentes options. La première étant de me dire, est-ce qu'on peut faire un quartier avec moins de rues, avec moins d'infrastructures? Puis à la base, l'idée, ce n'était pas un projet environnemental, c'était surtout économique. Parce que les villes, de plus en plus, on doit payer pour construire de nouvelles infrastructures, on doit financer l'entretien des infrastructures, mais ces infrastructures-là coûtent de plus en plus cher. La plupart des villes en ce moment ont de la difficulté à ne serait-ce qu'entretenir ce qui existe. Pour vous donner une petite idée, là, puis ça vient du fait, en fait, que les coûts de construction augmentent beaucoup plus vite que l'inflation. Donc, si vous trouvez que 7, 8, 10 d'inflation était élevée l'année dernière, les villes, ça nous a coûté en moyenne 30 plus cher construire nos bâtiments et nos infrastructures routières. Donc, l'augmentation des coûts de construction est très, très, très élevée. Pour vous donner un exemple très concret, le pont Champlain s'est construit dans les années 60 pour 65 millions de dollars. Et en 2015, quand on a annoncé qu'on refaisait le pont, la facture était de 2,15 milliards. Donc, on voit que et si on avait actualisé le montant des années 60 au montant de 2015 pour tenir compte de l'inflation, ça serait un projet de 200 millions. Donc, on voit que l'inflation dans le milieu de la construction, au final, fait en sorte qu'on a de moins en moins la capacité de se payer des infrastructures. Ce qu'on a vu dans les années 60 avec la construction du métro, plein de ponts, des projets autoroutiers, le stade olympique, les Jeux olympiques, on ne serait pas capable de se le payer aujourd'hui, du moins pas au niveau municipal. Donc, l'idée à la base, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a façon de construire une ville pour que ça nous coûte un peu moins cher? Et là, en étudiant cette question-là, j'ai réalisé que les rues occupent beaucoup de place. 15 à 25 du territoire d'une ville, ce sont les rues, les boulevards, les autoroutes. Donc, évidemment, si on fait un quartier avec un peu moins de rues, non seulement ça nous coûterait un peu moins cher, mais en plus, ça récupérerait beaucoup d'espace. L'espace qu'on pourrait utiliser soit pour faire des nouveaux logements ou faire des espaces verts ou faire des parcs ou avoir un boisé ou un potager ou faire une place publique. Donc, à partir de là, je me suis dit, wow, il y a quelque chose d'intéressant à faire aussi au niveau de l'interaction sociale puis de la qualité de l'aménagement de nos quartiers. Donc, j'ai commencé à creuser cette question-là pour me dire comment est-ce qu'on pourrait faire un quartier moins axé vers la voiture. Puis quand on y pense, des fois, ça peut avoir de l'air radical en Amérique du Nord de parler d'un quartier sans voiture parce qu'on sait que la voiture est au cœur de notre quotidien. J'ai moi-même ma voiture, je suis un automobiliste régulier. Mais quand on y pense, c'est pas radical, c'est pas utopique. Ça fait juste une centaine d'années qu'on développe nos villes en fonction de la voiture. Tous les siècles précédents, les gens se déplaçaient à pied. Donc, les villes, les quartiers, les villages étaient développés de manière à se déplacer à pied. D'ailleurs, si vous avez eu le privilège de voyager en Europe, vous avez peut-être déjà vu certains quartiers, certains centres-villes où, oui, il y a des rues, il y a des voitures, mais où la place des piétons est beaucoup plus dominante.
Donc, j'ai eu envie de me dire comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces anciennes villes européennes-là pas pour faire du copier-coller, pas pour reproduire ce qui existe déjà, pas pour retourner à l'ancienne, mais pour me dire, est-ce qu'il y a une façon de construire des quartiers différemment, au goût du jour, au goût du 21e siècle, puis dans le contexte aussi nord-américain. Mais je savais aussi que ce n'était pas une discussion que je pouvais avoir juste sur le coin d'une table avec mes collègues. Si je voulais apporter des changements, si je voulais convaincre des collègues élus, convaincre les employés de la ville, l'administration, convaincre des citoyens que c'était une bonne idée, je devais l'approfondir, je devais développer l'idée, je devais pouvoir l'appuyer sur des faits, sur des statistiques, sur des données. Et donc, je me suis mis en 2017 de mémoire, 2018, à vraiment étudier sérieusement la question, aller voir ce qui se faisait dans d'autres villes, lire des études. Et j'ai fini par travailler sur un projet de livre qui a été publié dans la dernière année. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous résumer. Donc, maintenant que vous savez d'où vient le projet, de vous résumer un peu à quoi ça pourrait ressembler, un quartier sans voiture dans le contexte québécois. Vous parler un peu des grands avantages qu'on pourrait y avoir, autant sur le plan environnemental, mais aussi social, aussi économique, et comment est-ce qu'on pourrait réaliser ces projets-là. Puis évidemment, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions sans aucun problème. Donc, si on commence dans un survol, ça ressemblerait à quoi un quartier sans voiture? L'idée, c'est de faire un quartier qui serait compact. Donc, suffisamment compact pour que les distances soient courtes, pour qu'on puisse le marcher en 5 à 10 minutes maximum. Et suffisamment compact et dense pour qu'on puisse avoir suffisamment de personnes qui y vivent pour supporter des commerces locaux, pour que ça soit viable d'avoir une épicerie, d'avoir une clinique, d'avoir une école, d'avoir des restaurants, un café, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un quartier qui n'est pas étendu, mais qui est plutôt dense et compact. Puis évidemment, ce quartier-là doit pouvoir être connecté au reste de la ville. Donc, il faudra y aménager des transports en commun sur le site. Il faudra peut-être avoir un stationnement public à l'entrée du quartier où les gens pourraient garer leur voiture pour pouvoir se promener ailleurs dans le reste de la ville. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir un quartier qui vit en autarcie, c'est que le quartier reste connecté à l'ensemble du reste de la ville, de la province, mais que sur le site, que dans le quartier, qu'on puisse faire les distances en ayant des distances qui sont courtes à parcourir à pied. Et quand on enlève toutes les rues, les cases de stationnement, les garages, puis qu'on construit le quartier de manière un petit peu différente, mais on récupère beaucoup d'espace. Et ça nous permet justement, dans un quartier qui fait moins d'1 kilomètre de distance, on pourrait avoir plusieurs milliers de personnes, jusqu'à 10 000 personnes qui vivraient. Puis ça nous permettrait justement d'avoir une école, d'avoir tous les besoins de base au quotidien. Donc, on pourrait penser, par exemple, pour une famille, des fois, il y a des gens qui prennent un transport en commun, puis au moment d'avoir des enfants, même s'ils ont de la bonne volonté, même s'ils souhaiteraient continuer, on fait le switch pour la voiture parce qu'on doit non seulement aller au travail, mais on doit aller porter ou chercher les enfants à l'école ou à la garderie, on doit passer à la pharmacie le soir. Donc, ça fait beaucoup trop de déplacements. La logistique est complexe, donc on décide de prendre la voiture. Mais à partir du moment où on a à proximité, à quelques minutes de marche de chez nous, l'école, la pharmacie, la clinique, l'épicerie, à ce moment-là, beaucoup des déplacements peuvent se faire à pied rapidement. Donc, c'est les deux grands principes que je vous dirais sur lesquels se base un quartier compact, un quartier dense, mais aussi un quartier qui reste connecté au reste de la ville. Si on parle des avantages environnementaux, évidemment, à partir du moment où les déplacements locaux se font à pied ou peuvent se faire à vélo, on a beaucoup moins besoin d'usage de la voiture. Donc, évidemment, il y a beaucoup moins de gaz à effet de serre qui en seraient produits. On diminuerait notre impact environnemental. Je pense que je n'ai pas besoin d'élaborer là-dessus. Ça fait du sens pour tout le monde. Mais c'est aussi beaucoup moins de matériaux de construction nécessaires. Donc, s'il y a moins d'infrastructures, moins de rues, moins de béton, on économise dans le nombre d'infrastructures nécessaires et donc aussi de gaz à effet de serre. Puis, un effet peut-être peu connu, le béton, c'est une des plus grandes sources
de gaz à effet de serre dans le monde. De mémoire, c'est environ 7% des gaz à effet de serre proviennent de la production du béton. Donc, c'est un matériel très durable, très bon, très efficace pour construire nos infrastructures, nos ponts, nos viaducs, les fondations de nos immeubles, mais on doit chauffer des minéraux à plus de 1000 degrés et c'est extrêmement polluant de produire le béton en tant que tel. Ce qui nous amène aux avantages économiques. Comme je disais tout à l'heure, le coût des infrastructures augmente rapidement dans nos villes. Pour vous donner une petite idée, construire 1 kilomètre de rue de nos jours coûte quelques millions. Évidemment, ça dépend de certaines variables. C'est un prix qui évolue rapidement dans le temps, mais c'est plusieurs millions pour 1 kilomètre de rue. Et sans s'en rendre compte, on paye ce prix-là au moment d'acheter notre logement ou de payer notre loyer. À Laval, comme ailleurs au Québec, souvent quand on construit un nouveau quartier, c'est non pas la ville qui construit les rues, mais le promoteur privé. Donc, s'il doit payer 5 millions pour construire la rue où il va mettre 50 ou 100 maisons unifamiliales, ben, le 5 millions, il est divisé par le nombre d'unités puis il est glissé dans les factures. Donc, quand on achète une maison, surtout dans un nouveau quartier, sans trop s'en rendre compte, on peut payer un 25, 40, 50 000 $ juste pour le coût de la rue devant chez nous. Donc, évidemment, si dans un quartier, on a moins de rues, on a moins de coûts d'infrastructure, ben, ça permet d'avoir du logement qui est un peu plus abordable. Sinon, au niveau des avantages économiques, l'autre grand aspect, au-delà d'avoir moins d'infrastructures à payer, c'est d'avoir, c'est de moins être dépendant de la voiture. La voiture, c'est le deuxième poste de dépense le plus important pour les familles et pour les individus. Le premier, c'est l'habitation, c'est le logement. Des fois, on ne s'en rend pas beaucoup compte, mais la voiture, il y a le coût d'acquisition, mais il y a le coût de l'essence, il y a le coût des assurances, il y a le coût d'entretien, les changements de pneus, etc. Puis il y a différents outils qui existent pour nous aider à calculer c'est quoi l'impact sur notre portefeuille, sur notre budget annuel. Il y a la SAC, la SAA Québec qui a créé un outil, puis il y a aussi le gouvernement fédéral qui a créé un outil de calcul. Puis dans les deux cas, évidemment, ça dépend du modèle de voiture qu'on a, mais ça coûte entre 5 à 10 000 $ par année pour avoir une voiture. Donc, dans le cadre d'un quartier sans voiture, ce qui est intéressant, évidemment, la personne pourrait continuer d'avoir sa voiture, pourrait la garer dans un stationnement public à l'entrée du quartier pour faire ses déplacements quotidiens. Mais à partir du moment où tout le monde entre et quitte le quartier par le même endroit ou 2-3 endroits, qu'on a tous le même point de départ puis d'arrivée, ça deviendrait non seulement plus facile de faire du transport en commun, parce qu'en ce moment, dans des quartiers de maisons unifamiliales, par exemple, c'est très peu viable pour une municipalité de mettre des autobus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants au pied carré, au kilomètre carré, et l'autobus doit zigzaguer longtemps dans les rues avant d'aller chercher un nombre intéressant de personnes. Plus l'autobus doit zigzaguer longtemps dans les quartiers, plus les trajets sont longs. Plus les trajets sont longs, moins c'est intéressant de prendre le transport en commun. À partir du moment où on peut avoir quelques milliers de personnes qui vivent dans un territoire relativement concentré, bien, ça devient très facile de faire un transport en commun qui est efficace, qui est fréquent, puis qui est aussi en ligne plus directe avec le reste de la ville. Donc, ça devient une alternative beaucoup plus intéressante, autant pour la personne qui l'utilise que pour la municipalité qui doit mettre en place le service. Mais même au niveau des voitures, il peut y avoir un intérêt. Si on est quelques milliers à avoir le même point de départ puis d'arrivée du quartier, bien, on peut plus facilement mutualiser nos besoins en voiture. Donc, avoir, par exemple, un service communautaux. Donc, on pourrait penser qu'à l'entrée du quartier, on aurait un stationnement étagé ou un stationnement souterrain public dans lequel il pourrait y avoir une grande flotte de voitures comme communautaux, ou est-ce qu'on pourrait plus facilement partager le nombre de voitures nécessaires. Donc, on aurait besoin d'un moins grand nombre de voitures pour déplacer la même quantité de personnes, puis on en ferait un meilleur usage. Parce que de nos jours, depuis toujours, ce qu'on voit, c'est que 95 % du temps, une voiture, ça reste stationnée à rien faire. Donc, on pourrait mieux utiliser ces voitures-là. Et qui dit une meilleure utilisation des voitures, dit aussi un moins grand nombre de stationnements nécessaires. Donc, il y a vraiment un intérêt économique
peu importe qu'on prenne le transport en commun ou qu'on prenne la voiture pour se déplacer, d'avoir un quartier de ce genre-là. Sinon, au niveau des avantages sociaux, là aussi, il y a beaucoup d'intérêt sous plusieurs angles. Premièrement, pour les enfants, pour les familles. De nos jours, on essaie le plus possible d'avoir une cour arrière où nos enfants peuvent jouer, grandir, s'amuser en toute sécurité. Mais à partir du moment où dans un quartier, on n'aurait pas de circulation de véhicules, ben, on n'a plus l'inquiétude non plus que notre enfant se fasse frapper par une voiture ou qu'il y ait un accident. À partir du moment où dans un quartier, ça serait plutôt des allées piétonnes où les gens se déplacent à pied, ben, ça fait des endroits beaucoup plus conviviaux, beaucoup plus agréables, puis surtout beaucoup plus sécuritaires pour se déplacer, pour vivre, mais aussi pour que nos enfants puissent jouer. Donc, on n'aurait plus forcément besoin d'isoler nos enfants dans une cour arrière. Ils pourraient facilement jouer dans le reste du quartier, dans les allées piétonnes, dans les rues, mais aussi interagir plus avec les autres enfants du voisinage. Donc, qui dit plus grande interaction, dit aussi plus grand sens de communauté. Donc, ça, c'est intéressant. Un quartier où il y a moins de circulation de voitures, c'est aussi un quartier où est-ce que la qualité de l'air est meilleure. Donc, une meilleure santé pour les individus qui y vivent. Certaines études disent que de vivre près d'une grande artère augmente de 50 % nos chances de mourir d'une maladie cardio-respiratoire. Donc, ça, c'est aussi pas à ne pas négliger la santé, puis même de favoriser la marche, bien, ça permet aussi aux gens d'être plus en santé de manière générale. Sinon, bien, il y a sur l'esprit de quartier, l'esprit de communauté. Il y a une étude vraiment intéressante sur laquelle je suis tombé, qui s'est faite en Californie au début des années 2000. Un chercheur a pris 3 rues d'un même quartier, 3 rues qui étaient faites exactement pareilles. Même longueur, même largeur, même configuration, avec des logements très, très similaires. Et la seule différence, c'est que dans une rue, il y avait peu de voitures qui circulaient. Dans une autre rue, il y avait un flux normal. Puis dans une 3e rue, il y avait un haut nombre de voitures qui circulaient. Et il a demandé aux gens 2 choses. La première, c'est quoi votre milieu de vie selon vous? Dans la rue où il y avait beaucoup, beaucoup de voitures qui circulaient, les gens disaient, moi, mon milieu de vie, c'est mon appartement. Ça se limite à l'appartement. À l'inverse, dans la rue où il y avait beaucoup moins de circulation de voitures, quand on demandait aux gens c'est quoi votre milieu de vie, les gens souvent n'allaient pas se limiter à leur logement. Ils allaient aussi dire que leur bâtiment au complet, que l'immeuble au complet ou que même la rue au complet devant chez eux était leur milieu de vie. Donc, on voit que la perception qu'on a peut changer. Et comment est-ce que les chercheurs expliquent ça? C'est parce que moins de voitures égale moins de bruit, égale plus grand sentiment de sécurité, c'est plus paisible à l'extérieur. Ils se sont rendus compte que ces mêmes facteurs-là viennent aussi faire en sorte qu'il y a un plus grand sentiment de communauté. Donc, quand on demandait aux gens qui vivaient sur ces rues-là, est-ce que vous interagissez avec vos voisins? Est-ce que vous sortez dehors? Est-ce que vous prenez des marches? On remarquait que sur la rue très achalandée où il y avait beaucoup de voitures, les gens sortaient peu de chez eux, parlaient peu à leurs voisins, profitaient peu au final de l'espace public devant le bâtiment. À l'inverse, vous doutez de la réponse. Dans la rue, il y a beaucoup moins de voitures. Les gens disaient plus souvent prendre des marches, plus souvent sortir dehors, s'occuper de leur terrain, jaser à un voisin quand ils reviennent du travail sur le trottoir. Et donc, les gens s'appropriaient beaucoup plus l'espace autour de leur milieu, autour de leur logement, mais parlaient aussi plus à leurs voisins, interagissaient plus avec le voisinage, avec le quartier. Donc, il y avait un plus grand esprit de communauté, plus grand esprit de quartier. Ce qui me fait dire que si on a un quartier avec moins de voitures, avec plus des allées piétonnes, bien, il risque d'avoir beaucoup plus d'interactions sociales et donc beaucoup plus de sentiments d'appartenance puis un sentiment de création de communauté qui pourrait se créer. Puis ça, je trouve ça important. Autrefois, je vais simplifier la chose, mais autrefois, on vivait souvent dans des villes plus petites, des villages plus petits. Les gens se connaissaient, se reconnaissaient dans la rue. Mais de nos jours, on vit de plus en plus dans des grandes villes
cosmopolitaines qui atteignent les millions de personnes. Il y a de moins en moins d'esprit de quartier et autrefois, l'Église jouait souvent aussi un rôle. Hein, c'est le point de ralliement du quartier où les gens apprenaient à se connaître. L'Église, de moins en moins, est présente dans nos vies. Donc, le perron d'Église n'est plus là pour jouer ce rôle social-là. Puis, on sait aujourd'hui, en tout temps, ce qui se passe dans le monde. On sait que Shakira, aux États-Unis, va faire telle ou telle action, que Kim Jong-un, en Corée du Nord, va avoir ses nouvelles bombes, mais on connaît de moins en moins ce qui se passe à côté de chez nous. Donc, pour moi, ça, c'est important, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut développer des villes qui vont essayer de retrouver un peu ce sentiment de communauté-là. Donc, quand on parle de santé mentale, de sentiment d'appartenance, de développement des jeunes, des individus, comment est-ce qu'on fait pour être épanoui, pour moi, je crois que c'est un ingrédient qui est important. Donc, voilà, ça fait un petit peu le tour là, de certaines considérations sociales. Ce qui m'amène peut-être au dernier point que je voulais aborder avec vous avant qu'on rentre dans la période de questions. Donc, préparez-vous. Une fois que ça s'est dit, comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on peut créer un quartier qui est différent? C'est sûr qu'au Québec, souvent, les villes jouent un rôle un peu moins proactif dans le développement de leur quartier. On attend les projets des promoteurs privés. Mais ce n'est pas la seule option qui existe. D'ailleurs, on l'a mentionné d'entrée de jeu. Là, récemment, j'étais en Europe, j'allais visiter certaines villes au Danemark, en Suède, en Finlande. Et là-bas, souvent, les villes, les municipalités vont jouer un rôle très proactif dans le développement de leur quartier. Quand une usine ferme, la municipalité va racheter l'usine, décontaminer le terrain, puis elle va concevoir le quartier, elle va créer les bâtiments elle-même. Donc, la ville pourrait jouer un grand rôle dans le développement de quartier. D'ailleurs, à Montréal, avec l'hippodrome Blue Bonnet, la ville de Montréal essaie justement de créer un quartier. Donc, ça, c'est une façon de faire. Puis sinon, c'est d'encourager les promoteurs privés aussi à proposer des projets qui sont différents. Comme je l'ai mentionné en ce moment, quand un nouveau quartier est développé, le promoteur est en charge de construire les rues, est en charge de planifier le quartier. Donc, il faut s'assurer que les villes aient des règlements qui permettent de faire un quartier différemment. Et une fois que les règlements le permettent, c'est de s'assurer que certains promoteurs essaient des approches qui sont différentes. C'est un peu le but de mon livre, c'est d'inciter d'ouvrir les ornières et de dire hey, il y a d'autres modèles qui existent. Et donc, même pour le promoteur, il peut avoir un intérêt du fait que ça coûte moins cher à construire, mais aussi du fait que ça pourrait proposer quelque chose de différent. Puis depuis que j'ai lancé le livre, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, puis pas forcément juste des Lavallois, c'est des gens qui n'habitent pas à Laval, qui me disent « Hey, si jamais il y a un quartier comme ça qui se construit, moi, ça m'intéresse. » Pour moi, là, ça m'inciterait à déménager à Laval parce que je trouve ça intéressant. Donc, c'est sûr que ce n'est pas pour 100% des gens. C'est correct comme ça, mais je crois que ça peut intéresser une certaine partie de la population. Donc, le rôle que j'essaie de jouer en ce moment, c'est, m'assurer que la municipalité n'ait pas des règlements qui empêchent le développement de quartiers plus piétons, mais aussi d'inspirer des promoteurs à faire différemment. Alors, voilà, écoutez, il y a beaucoup de choses que je peux dire sur cette idée-là, sur ce projet-là, mais je voulais aussi vous donner là, la chance là, de poser des questions si vous en avez sur peu importe là, les sujets. Merci beaucoup, M. Boyer. Oui, je vais reprendre là, le flambeau. En fait, on a une première question. Est-ce que votre proposition est aussi valide pour des quartiers déjà construits? Excellente question. Oui et non. Oui, dans le sens que ça pourrait toujours se faire. On pourrait toujours fermer des rues dans un quartier, le réaménager différemment. Mais je pense que ça serait très difficile pour deux raisons. Même pour trois. C'est que je pense que ça serait difficile de... Pour moi, c'est important quand on fait un changement que les gens embarquent dans le changement, qu'ils l'endossent, qu'ils le partagent. Et je pense que pour moi, comme maire, ça serait de faire un faux pas aujourd'hui, de venir dire à des gens qui habitent dans un quartier, qui le choisissent dans cette configuration-là, de venir leur dire hey, on ferme votre rue, on réaménage le quartier de manière différente. Je pense qu'il y aurait une forte opposition citoyenne et ça risquerait de mettre à mal l'idée même. Donc, la façon que je vois ça, moi, je me dis
créons un nouveau quartier parce qu'il y a des nouveaux quartiers qui vont se créer. Juste en Grand Montréal, c'est environ 300 000 nouvelles personnes qui vont s'installer dans Grand Montréal d'ici 2030. Donc, les villes, on doit construire de nouveaux quartiers à quelque part. Donc, je me dis, à la place, prenons un de ces nouveaux quartiers à créer, puis faisons-le différemment, en espérant inspirer les gens. Pour que les gens qui sont sceptiques, qui n'y croient pas, puissent venir voir de leurs propres yeux, constater par eux-mêmes à quoi ça peut ressembler, puis comment est-ce qu'on peut y vivre. En espérant influencer positivement les gens, puis que les gens se fassent « Hey, wow, finalement, ça fait du sens, c'est pas fou cette idée-là, et peut-être qu'on devrait en faire plus. » Donc, je veux l'idée changement, mais pas en l'imposant aux gens. Je pense qu'il faut au contraire faire rêver, il faut expliquer, il faut que les gens adhèrent à la démarche. Puis la meilleure façon que les gens adhèrent à la démarche, à mon esprit, c'est de commencer avec des nouveaux quartiers et de ne pas forcer les gens qui ont déjà une habitude dans leur quartier existant. L'autre raison pourquoi je pense que ce serait difficile de faire avec les quartiers existants, c'est que l'idée du quartier sans voiture, justement, pour qu'il soit viable, il faut qu'il y ait une certaine densité. Donc l'idée, en fait, il n'y aurait pas les bénéfices. Donc, si on ferme la rue sur une rue existante dans un quartier de maison familiale, bon, il y a moins de circulation véhiculaire. C'est sûr que ça l'apaise, ça va faire un quartier plus silencieux, plus paisible, plus sécuritaire. Par contre, ça fait qu'on a quand même beaucoup d'espace perdu. Ça ne nous permet pas de rapprocher les bâtiments et de donc raccourcir les distances de marche pour se rendre là où on veut aller. Donc, et en plus, on a déjà payé le coût de la rue, donc on n'a pas les économies escomptées. Donc, est-ce que ça pourrait se faire? Techniquement, oui, mais on n'aurait peut-être pas tous les mêmes avantages qu'en partant d'une feuille blanche. Et surtout, je pense qu'il y aurait une opposition citoyenne de beaucoup de gens qui vivent dans ces quartiers-là à l'heure où on se parle. Merci, c'est tellement intéressant de vous entendre. Là, en fait, moi, j'ai déjà hâte de voir ce genre de quartier au Québec. J'espère vraiment que ça va fonctionner et que des gens vont reprendre vos idées. Quel est le nombre de personnes pour rendre viable un quartier de ce type? Donc, combien de personnes ça prendrait? Oui, bonne question. Dans le livre, là, je n'ai pas les chiffres en mémoire parce que comme maire, je suis constamment bombardé de sujets. J'ai des présentations à tous les jours, donc là, des fois, les chiffres se confondent, mais dans mon livre, il y a un tableau là-dessus. De mémoire, c'est avec 10 000 personnes, on atteint un seuil vraiment intéressant où est-ce que c'est, je viens même le quantifier, là, le nombre de restaurants que ça pourrait créer, le nombre d'épiceries ou de commerces de proximité qu'on pourrait avoir. Mais avec 10 000 personnes, c'est suffisant pour avoir une école, pour avoir plus d'une épicerie, d'avoir quelques restaurants, d'avoir une banque, d'avoir une clinique médicale avec plusieurs médecins. Donc, c'est ça, il faut atteindre quelques milliers d'habitants. Là, c'est un petit peu mathématique, mais moi, la façon que j'avais faite, je me suis dit, OK, il ne faut pas que ça prenne plus que 10 minutes marcher le quartier d'un bord à l'autre. Donc, si on ne veut pas que ce soit plus que 10 minutes, il faut que le quartier fasse environ 600 mètres de largeur. Et là, dans 600 mètres de largeur, si qu'on enlève les rues, puis qu'on considère que la moitié de l'espace reste en espace vert, puis on a les piétonnes, puis que l'autre moitié est construite avec des bâtiments qui ont en moyenne 2-3 étages, ça arrive à un chiffre de quand même plusieurs milliers d'habitants qui permet de supporter tous les commerces de proximité. Donc, je l'explique un petit peu plus en détail, mais je vous dirais 5 à 10 000 personnes peuvent très bien faire vivre là, la plupart des commerces de proximité dont on a besoin au quotidien. Mais évidemment, c'est un concept qu'on peut adapter aussi. Ça peut être plus grand, plus petit, dépendamment du lieu où on souhaite créer ce quartier-là, il va falloir qu'il soit développé différemment. Donc, c'est une sauce à laquelle on peut changer un peu les épices, là, dépendamment du contexte. Si je vais me permettre de vous poser 2 questions en rafale. Ouais. Donc, on nous demande, étant donné que la REC est une association de personnes retraitées qui faisons la défense des personnes retraitées et aînées dans la société, on nous demande quelle serait la place des personnes retraitées et aînées dans ces quartiers, à quel point la mobilité de ces personnes qui, on sait, l'espérance de vie est de plus en plus grande. Donc, comment on pourrait espérer vivre plus longtemps dans ces quartiers-là avant d'être déracinés, finalement, comme c'est le cas aujourd'hui pour plusieurs personnes
Et donc, comment on pourrait rester plus longtemps dans nos milieux de vie, dans ces nouveaux quartiers. Et on nous demande aussi, vous avez parlé de la réceptivité que vous avez eue dans la communauté. Certaines personnes vous ont dit vouloir être intéressées par ce type de modèle de quartier. Mais on aimerait savoir aussi quel genre de réceptivité vous avez auprès de vos collègues qui sont aussi des décideurs politiques. On a vu que lors de votre récent voyage en Europe, vous étiez accompagné du maire, entre autres, de Québec, qui signe la préface de votre livre. Est-ce que ces idées sont contagieuses, finalement? Oui, OK, parfait. Pour la première question sur le vieillissement, puis comment est-ce qu'on peut y vivre épanoui tout en étant une personne aînée, je vous dirais, je pense que l'avantage, c'est sûr que si quelqu'un se déplace, par exemple, en fauteuil roulant ou en marchette, peut avoir des enjeux en matière de mobilité au même titre qu'il en existe dans nos quartiers traditionnels. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est que quand on imagine un quartier, imaginez-vous un quartier où est-ce que on a des duplex, des triplex, peut-être des bâtiments multilogement. Ces bâtiments-là sont collés de part et d'autre, les uns aux autres pour réduire les distances de marche, mais que dans la rue, c'est des allées piétonnes en pavés unis, avec des fleurs, avec des arbres, qu'il n'y a pas de voitures qui circulent. Ça devient beaucoup plus agréable pour quelqu'un de prendre des marches, de se promener, de s'asseoir sur un banc, puis de regarder la vie passer, puis regarder les gens passer, d'aller jaser avec quelqu'un. En ce moment, dans la plupart de nos quartiers, c'est moi le premier, je pense, par exemple, à mes grands-parents, qui, avec ma grand-mère qui a une marchette. En ce moment, sortir de la résidence pour aller dehors, c'est pas vraiment intéressant parce que la résidence donne sur un boulevard, puis c'est bruyant, puis c'est pas forcément sécuritaire. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller se promener dehors, si je peux dire. Alors que dans un quartier sans voiture, ça rend l'expérience beaucoup plus agréable, puis beaucoup plus conviviale. On peut s'asseoir sur un banc, puis écouter les gens parler. D'ailleurs, ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel je n'ai pas beaucoup parlé, mais par exemple, Paris fait des journées sans voiture. Puis, donc, par exemple, un dimanche, je vais dire, aujourd'hui, il n'y a pas de voiture qui rentre dans le cœur de la ville. Puis les jours où il n'y a pas de voiture, c'est 40% moins bruyant. On ne s'en rend pas compte, mais les voitures génèrent beaucoup de bruit. Quand on est sur le bord de notre route, on le réalise, mais même le long d'un boulevard ou d'une rue, c'est quand même très bruyant. On s'est habitué, on s'en rend moins compte, mais ce bruit de fond-là, ambiant est là. Et quand j'étais en Europe, justement, à Copenhague, c'est pas une ville qui est sans voiture. Il y a des rues, il y a des voitures qui passent, mais il n'y a pas beaucoup de voitures. La plupart des gens prennent le vélo ou marchent. En fait, je pense que c'est plus de 60% des gens marchent ou prennent le vélo. Et c'est ça qui m'a frappé la première chose. J'étais avec un collègue du bureau, puis on était en plein centre-ville, puis il disait « Hey, Stéphane, écoute. » Je dis « Écoute quoi? » Tout ce qu'on entend, c'est des gens parler, puis jaser, puis rire. Il n'y avait pas de gros ambiant. Donc, bref, je pense que pour quelqu'un qui soit âgé ou qui ne soit pas âgé, en fait, pour tout le monde, c'est vraiment un milieu de vie plus paisible, plus sécuritaire, puis plus intéressant pour prendre une marche, s'asseoir sur un banc public, aller faire de la lecture, jaser avec quelqu'un. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça peut être vraiment intéressant. Sur l'autre question, la question c'était, la réceptivité par rapport aux collègues. Je vous dirais, elle est très bonne. Moi, je le faisais autant pour convaincre mes collègues à Laval. On est plusieurs élus. J'étais conseiller municipal pendant 2 mandats avant de devenir maire. Fait que je savais que je devais aussi convaincre mes collègues de la ville de Laval, mais il y a aussi la dimension des autres élus municipaux dans les autres villes du Québec. Puis je vous dirais qu'elle est très bonne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai publié mon livre, on a commencé à en parler entre nous, puis beaucoup de mes collègues trouvent ça vraiment intéressant, même nos ingénieurs à la ville, qui souvent sont plus traditionnels dans la façon de faire, en fait, wow, c'est vraiment intéressant quand est-ce qu'on peut commencer à travailler sur un projet. Parce que même eux, ça les allumait, le défi de dire, OK, techniquement, là, qu'est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on peut faire ça différemment. Puis, on ne se cachera pas que depuis 1 an, au Québec, il y a eu un grand changement au niveau des mairies, donc beaucoup plus de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup d'élus relativement progressistes.
Donc, il y a un intérêt définitif pour ça. D'ailleurs, quand j'ai parlé au maire de Québec, si ça lui tentait de faire la préface, il a tout de suite embarqué dans le concept, dans l'idée. Donc, je pense que c'est un modèle ça va prendre quelques années avant qu'on voit ces quartiers-là se construire, parce que c'est souvent des gros projets où il y a quand même une bonne phase de planification nécessaire en amont, parce qu'on doit prévoir l'approvisionnement en eau, en infrastructure, etc. Donc, souvent, ces grands projets-là peuvent prendre 3, 4, 5 ans avant qu'ils existent et qu'on puisse y aménager. Mais je crois, en fait, je ne serais pas surpris qu'on voit de plus en plus dans le Québec voir des projets comme ça se réaliser dans les prochaines années, parce que je sens qu'il y a une belle ouverture. Puis même aussi des promoteurs immobiliers. J'ai été invité cet automne par l'Institut du développement urbain, qui est un peu un lobby de promoteurs immobiliers qui représente beaucoup de grands promoteurs. Ils recevaient beaucoup de questions de la part de leurs membres. Et donc, ils m'ont invité à faire un atelier conférence sur le sujet. Je pense qu'il y a peut-être 150 personnes dans la salle là, qui travaillent pour différents constructeurs qui étaient venus écouter la conférence. Il y avait aussi beaucoup d'étudiants en architecture ou en urbanisme ou en ingénierie. Donc, beaucoup de jeunes qui vont être ceux qui vont construire les bâtiments et les villes du futur, qui étaient comme très intéressés par le concept. Donc, ça ne fait pas unanimité. Il y a des gens qui n'y croient pas, mais je vous dirais que ça génère beaucoup d'intérêt, autant au niveau citoyen, politique, que des constructeurs en tant que tels en ce moment. Merci beaucoup. On a d'autres questions. Comment les véhicules d'urgence peuvent se rendre aux habitations, considérant que les stationnements puis les dernières rues, finalement, sont plus en périphérie? Puis une autre question aussi que je vous adresse. Est-ce qu'il y a déjà un projet qui est amorcé à Laval? Puis, j'ajouterais aussi, là, si vous avez un projet, est-ce que vous fonctionnez par une liste de personnes qui s'engagent à habiter dans ces quartiers-là? Ou quel est le risque de développer un projet de ce genre et que finalement, il y a des espaces qui demeurent vacants puis que ça ne soit pas aussi viable là, qu'on pourrait l'espérer? Oui. Véhicules d'urgence, c'est vrai que j'en ai pas parlé, puis c'est une question évidente. J'aurais peut-être dû en parler dès le départ. Je crois qu'un quartier 100% sans déplacement véhiculaire n'est pas réaliste. C'est-à-dire qu'il faudra toujours permettre l'accès aux véhicules, que ce soit pour les véhicules d'urgence, ambulances, pompiers, police, mais aussi on pourrait penser à un commerçant qui doit se faire livrer de la marchandise, ou même à quelqu'un qui doit déménager dans le quartier, il faut qu'il déplace ses meubles. Donc, il faudra toujours s'assurer qu'il y ait un certain accès aux véhicules. La façon de gérer ça, en fait, c'est très simple. C'est simplement que les allées piétonnes dans ce quartier-là puissent être suffisamment larges et solides pour accueillir un camion. Puis après ça, c'est de contrôler l'accès. Donc, il y a différentes manières de le faire. Dans certains quartiers en Europe, ce qu'ils font, c'est des plages horaires. Donc, ils disent, pour les camions de livraison, par exemple, pour les commerces, pour les déménagements, les véhicules peuvent accéder aux rues de telle heure à telle heure, tel jour à tel jour. Puis le reste du temps, ça, c'est 100% piéton, on n'accepte pas de véhicules. Sinon, il peut y avoir des contrôles physiques, donc des bolards comme des poteaux qui peuvent, et ça, c'est assez fréquent en Europe, là, qui s'insèrent dans le sol. Et donc, on peut avoir, par exemple, des poteaux qui bloquent l'accès aux véhicules dans le quartier. Mais si c'est un véhicule d'urgence, tu as un code ou tu as une carte magnétique. Même chose si tu es un livreur pour un commerçant ou tu emménages, on te donne un code, puis là, ça te permet d'ouvrir la clôture ou d'enlever les bolards. Donc, c'est ça. Donc, on devra toujours avoir un certain accès véhiculaire, mais ça peut être réduit là, à de 95% par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, souvent, nos rues, une voie de circulation va avoir 4 mètres de large. Donc, une rue normale, c'est au moins 12 mètres de large, plus 2 trottoirs, chacun 2 mètres. Donc, en fait, on peut réduire du corps, occuper seulement le corps de l'espace d'une rue, tout en gardant l'accès aux véhicules. Donc, c'est quand même des impacts là, importants. L'autre question, c'était sur est-ce qu'il y a déjà des projets de 400 voitures à Laval? Il y a un premier projet. Laval, on a au coin du boulevard Saint-Martin et de l'autoroute 15, donc en plein cœur de Laval, il y a une ancienne carrière qui a fermé dans les années 80.
dont la ville est propriétaire à 100% du site. C'est 4 millions de pieds carrés, c'est quand même grand. Et on a décidé de travailler depuis 2 ans sur un projet de créer un nouveau quartier axé sur les meilleures pratiques en développement durable. Et on tente d'en faire un quartier sans voiture. C'est un projet qui est quand même complexe parce que au cœur du site, il y a une ancienne carrière, donc il y a un trou avec des falaises avec un lac artificiel. Donc, on veut créer au centre un grand parc, puis les édifices seraient construits alentour du grand parc. C'est ça, c'est plutôt complexe à cause de la géographie du terrain. Puis ça risque d'être on veut des entreprises, peut-être des pôles universitaires. Donc, c'est un quartier aussi, vu que c'est en plein cœur de Laval, qui risque d'être quand même assez dense. Donc, ce projet-là, c'est ça. Il est assez complexe, donc on a bon espoir qu'on va réussir à le faire sans voiture, mais ça prend du temps avant que tout se crée. Évidemment, ce serait plus facile si c'était un quartier, je vais simplifier, là, où c'était juste un champ avec un terrain plat, où il n'y aura pas non plus de tour à bureau, puis de centre universitaire ou de choses comme ça. Mais oui, il y a un premier projet concret sur la table à Laval. Tu demandais aussi comment s'assurer que c'est ça qu'on n'ait pas des locaux vides ou des logements vides. Ça, c'est certain que c'est comme n'importe quel projet immobilier, il y a ce défi-là. Donc, c'est de s'assurer qu'on ait des logements. Évidemment, plus le logement va être abordable, plus on s'assure que ça va être facile de le vendre ou de le louer. Donc, ça, je pense, c'est une clé de la solution. Sinon, on pourrait aussi dire aux gens, hey, si ça vous intéresse le concept, venez vous inscrire sur une liste d'attente. Et on pourrait aussi recueillir un peu en amont l'intérêt des gens pour y emménager. Mais j'ai vu en Europe des choses très intéressantes qui se faisaient. Tout à l'heure, je parlais de certaines villes, dont Helsinki, en Finlande, que la ville, elle est aujourd'hui propriétaire de 60% de tous les terrains dans la ville, parce que c'était autrefois une ville dont l'industrie vivait beaucoup sur l'industrie maritime, la construction de bateaux. Maintenant, cette industrie-là s'est beaucoup délocalisée vers l'Asie, telle ailleurs dans le monde. Donc, il y a beaucoup de grands chantiers navals qui ont fermé leurs portes. Donc, eux, ils rachètent tous ces chantiers navals-là, les grands entrepôts vides, démolissent, décontaminent, font des appels à projets pour trouver des constructeurs qui construisent les quartiers. Mais ensuite, la ville reste propriétaire. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils permettent même l'accession à la propriété. Donc, ce n'est pas juste du locatif. Donc, la personne peut, par exemple, acheter un condo dans le bâtiment. La ville est propriétaire des espaces communs, propriétaire du terrain. Mais la personne peut acheter son condo. Sauf que lorsqu'elle le revend, elle doit le revendre aux conditions de la ville. Donc, par exemple, la personne va acheter un condo à 200 000 $, puis là, 10 ans plus tard, elle veut déménager. La ville va lui dire « Parfait, mais tu ne peux pas le revendre plus que 250 000 ». Elle va fixer certains critères. Ce qui fait que c'est intéressant pour la personne parce que c'est comme si elle n'avait pas payé de loyer, c'est-à-dire qu'au moment de la revente, elle retrouve quand même tous les paiements mensuels qu'elle a fait dans le logement. Mais les logements sont beaucoup plus abordables qu'ailleurs dans la ville. Donc ça fait en sorte que c'est extrêmement populaire. Et pour déterminer qui peut le racheter, c'est une loterie. Parce que là, aujourd'hui, dans nos villes, c'est celui qui a le plus d'argent qui l'obtient. C'est celui qui est prêt à mettre le plus de cash à la table qui va acheter le condo ou la maison. Mais là, à partir du moment où tu dis, hey, c'est plus. La question, ce n'est pas qui a le plus d'argent parmi vous, parmi les acheteurs intéressés. Maintenant, on veut favoriser l'abordabilité. Donc, on a un condo à vendre à 250 000, il y a 25 personnes qui veulent l'acheter. Parfait, on fait une loterie. Puis c'est une question un peu de hasard. Donc, ça génère beaucoup, beaucoup d'intérêt, ne serait-ce que par le fait que les logements coûtent moins cher dans ces quartiers-là que dans le reste de la ville. C'est vraiment intéressant. Comment vivre les hivers avec ce type de quartier? Verglas, tempête de neige. Puis on nous demande aussi quelle serait la place des lieux intergénérationnels dans ces quartiers? Est-ce qu'il y aurait moyen que ces quartiers soient pensés de manière à ce qu'il y ait un certain nombre de maisons bigénérationnelles, des espaces réservés pour des contacts? Par exemple, on nous parle d'écoles qui permettraient une certaine ouverture aux gens dans la communauté pour qu'il y ait un partage entre les générations.
Oui, excellent. Pour ce qui est de la question sur l'hiver, en fait, j'ai envie de dire, comme ça se vivrait comme n'importe quelle autre ville, c'est-à-dire qu'il y aurait des besoins de déneiger les allées piétonnes comme on déneige les rues. Évidemment, c'est beaucoup moins de superficie à déneiger, donc on peut supposer que ça coûterait un peu moins cher déneiger ces quartiers-là pour la municipalité, donc moins de taxes nécessaires. Comme dans n'importe quel autre quartier, il faudrait entasser la neige qu'on déblaye sur des terrains verts, des terrains en façade des immeubles. Après ça, à voir est-ce qu'on veut utiliser la même machinerie que sur une rue conventionnelle ou peut-être des machineries adaptées ou plus petites. Donc, ce n'est pas tant un enjeu. Je pense que la seule différence, c'est qu'il faudrait qu'on soit prêt à marcher un peu plus en situation hivernale. Là, c'est sûr que quand on est habitué de partir de la porte de notre maison à la porte de notre voiture, là, c'est sûr que si ça prend 5 minutes, 10 minutes, 7 minutes, se rendre à pied au stationnement public au pourtour du quartier ou vers la gare de métro ou d'autobus qui passe dans le quartier ou à proximité, ben, il faut accepter de marcher un peu plus en hiver, donc s'habiller un peu mieux. Donc, je crois que c'est la principale différence, mais qui, à mon avis, n'est pas insurmontable du tout. De nos jours, quand on prend l'autobus, on peut très bien marcher 5-10 minutes ou attendre 5-10 minutes que l'autobus passe en plein hiver à l'arrêt d'autobus. Donc, c'est pas, pour moi, c'est pas un enjeu insurmontable du tout. D'ailleurs, j'étais à Copenhague, là, dans la mission dont tu as fait référence. Il y a une journée qui faisait 4 degrés Celsius, puis tout le monde était à vélo, puis tout le monde marchait. C'était pas un problème, mais au contraire, les gens ils marchaient, faisaient du vélo, faisaient de l'effort physique, donc ça garde au chaud. Puis, ce qui m'a frappé aussi à Copenhague, les gens sont très en forme, très en santé. Là, avec plus que 60% des déplacements qui se font à pied ou à vélo, il n'y a pas beaucoup de personnes qui fait dans bon point. Tout le monde est mince, tout le monde a l'air assez en forme et en santé. Même les personnes âgées, c'était assez beau à voir, là. Donc, pour moi, l'hiver, ce n'est pas un défi. À condition qu'on soit prêt à marcher 5, 7, 10 minutes dans le froid, mais ça, il suffit de s'habiller un peu mieux, puis la question, elle est réglée. Sinon, pour ce qui est des espaces intergénérationnels ou la présence d'un CLSC, je vous dirais, tout est possible. C'est-à-dire que, évidemment, quand on construit un quartier, on a le choix de déterminer qu'est-ce qu'il y a dans le quartier. Ça peut être juste de l'habitation, ou ça peut être à 50% du commercial, ou ça peut être, on peut avoir un centre communautaire. Donc, ça va vraiment dépendre. Est-ce que c'est un choix que la municipalité fait de mettre, par exemple, un centre intergénérationnel ou un centre communautaire, où on pourrait penser à un complexe sportif? Un CLSC, si le gouvernement est ouvert à implanter un CLSC. Pour moi, la seule chose qu'on doit fondamentalement garder en tête, c'est la viabilité des écoles et des commerces. S'il n'y a pas assez... Tu sais, des fois, dans les consultations publiques à la ville, régulièrement, les gens vont venir nous demander « Ah, ce serait le fun d'avoir une boulangerie, ce serait le fun d'avoir un café ou une fruiterie dans le coin. » Mais il faut qu'on trouve quelqu'un qui veut ouvrir une boulangerie. Donc, c'est sûr que si, pour le petit entrepreneur, ouvrir une boulangerie de nos jours dans un quartier de maison familiale, ce n'est pas vraiment intéressant parce que dans 1 kilomètre à la ronde, tu as 500 clients potentiels. Mais si dans 1 kilomètre à la ronde, tu as 5000 clients potentiels, là, ça devient beaucoup plus viable, intéressant d'ouvrir une boulangerie ou un café. Donc, pour moi, la seule chose qu'on doit garder en tête, c'est construisons le quartier de manière suffisamment dense pour réussir à faire vivre des commerces de proximité. Pour ce qui est du reste, pour ce qui est du nombre de parcs, du nombre d'espaces communautaires, d'espaces intergénérationnels, de bibliothèques ou de CLSC, ça, c'est des choix de société que la municipalité, que le gouvernement du Québec peut faire et donc pourrait décider d'en implanter sans trop de problèmes. Merci. Il y a une main levée. Non, la main s'est baissée, c'est ce que je croyais, c'était peut-être une erreur, mais je vais me permettre de vous poser une question. De quelle façon les gens qui sont engagés et qui ont à cœur le développement de tels projets peuvent manifester leur intérêt à collaborer ou inciter les décideurs politiques à prendre part à de tels projets? Donc, comment, en tant que citoyen, on peut participer et faire valoir ce point de vue-là aussi? De 2-3 manières.
j'ai envie de dire, la manière peut-être la plus pragmatique pour qu'il y ait du changement, c'est d'en parler à des promoteurs. Donc, si jamais vous magasinez une maison ou que vous avez la chance de passer par un bureau des ventes ou même comme citoyen de votre salon, si vous voulez écrire, je pense que si les promoteurs immobiliers, qui sont ceux qui construisent les habitations, se font demander « Hey, est-ce que vous avez des projets qui sont sans voiture ou qui sont plus axés sur les déplacements piétons? » S'ils reçoivent les demandes de la part d'acheteurs potentiels ou de citoyens, ils vont sentir qu'il y a un changement dans la société, puis ils vont vouloir s'adapter, puis concevoir des projets différemment. Sinon, il y a évidemment aussi vos élus municipaux, d'en parler à vos élus municipaux, parce que c'est quand même eux qui vont adopter des règlements d'urbanisme qui définissent ce qui peut être fait ou non dans une municipalité. Donc là, c'est beau avoir un constructeur qui serait prêt à faire un quartier, mais si la ville ne l'autorise pas, on ne sera pas plus avancé. Donc, sensibiliser les élus municipaux de vos municipalités. Puis sinon, c'est d'en parler dans la sphère publique, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les journaux, que ce soit au quotidien, dans un party de Noël. C'est quelque chose qui vous interpelle, parlez-en autour de vous. Puis moi, souvent, je dis, puis je finis le livre un peu là-dessus, là, mais je trouve que les idées, c'est ça qui change le monde. Ça prend du temps, par contre, avant qu'une idée fasse son cours et se réalise, mais il faut planter la graine un jour. Donc, des fois, quand on en parle autour de nous, on ne verra pas d'impact concret immédiat, mais il faut planter la graine si un jour on veut espérer avoir une fleur ou avoir quelque chose qui pousse plus tard. Tellement d'accord avec vous. Dernière question, puis après ça, là, on pourra vous laisser un petit mot de conclusion. Vous me disiez tout à l'heure, vous avez un horaire chargé et puis vous nous avez permis aussi d'enregistrer cette présentation. Donc, pour les personnes qui avaient d'autres activités dans leur région et leur secteur là, pour souligner le jour de la Terre, elles pourront revisionner votre présentation parce qu'à mon avis, plus il y a de personnes qui entendent vos idées, plus la société en sortira gagnante finalement. Donc, on nous demande, est-ce que les habitations pourraient être orientées pour favoriser l'énergie solaire? Donc, on comprend de votre discours que ce n'est pas nécessairement d'abord et avant tout un enjeu environnemental, mais que ça touche différentes sphères, hein, socio-économiques, environnementales. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de pousser encore plus loin en disant, ces nouveaux quartiers sans voiture-là, on aimerait qu'ils soient plus éco-responsables, orientés vers le soleil pour limiter l'énergie utilisée pour chauffer nos maisons, par exemple? Oui. Là, vous avez peut-être trouvé ma réponse surprenante. Vous voyez, avant d'être élu en 2013, je faisais une maîtrise en énergie durable à l'Université Carleton à Ottawa. Puis j'étais le seul Québécois dans le programme. Les autres, c'était des Ontariens, puis il y en avait quelques-uns qui venaient de l'Ouest. Puis à chaque fois que mes professeurs en énergie durable parlaient d'un concept ou d'une idée ou d'une solution à mettre en œuvre pour faire la transition énergétique, ils disaient tout le temps, sauf au Québec. Parce qu'au Québec, presque 100% de notre énergie, elle est déjà faite de manière durable. C'est de l'énergie verte qui vient de nos barrages hydroélectriques. On a, en Amérique du Nord, on est la seule juridiction en Amérique du Nord à avoir d'énergie aussi verte, puis une des rares dans le monde. Même en Europe, souvent on se compare aux pays scandinaves qui sont tout le temps en top 5 de tout en matière de qualité de vie, de système d'éducation, de système de santé, de bonheur. Mais même eux ne sont pas rendus à avoir 100% d'énergie verte. Mais nous, on l'a au Québec. C'est vraiment unique dans le monde. Puis non seulement de l'énergie verte, mais c'est une des énergies les moins chères. On paye vraiment pas cher notre électricité. Si vous allez aux États-Unis, si vous allez en Europe, si vous allez dans bien des places, la facture d'électricité pour un logement, ça peut être 200, 300, 400, 500 $ par mois. Ici, là, un bâtiment qui est moderne, là, qui est bien isolé, c'est 50, 75 $, peut-être 100 $. Un peu plus si on a une maison qui date et qui est moins bien isolée ou qui est très grande. Mais on a une des énergies les moins chères dans le monde. Ce qui fait que d'avoir d'énergie solaire ou éolienne au Québec, ce n'est pas intéressant pour être plus vert, ce n'est pas intéressant pour avoir d'énergie moins chère.
Fait que ma première réponse serait de vous dire c'est pas très pertinent d'avoir l'énergie solaire dans le quartier. Par contre, là où ça peut être intéressant, puis la raison pour laquelle au Québec, on commence à parler de plus en plus d'énergie éolienne, c'est que, et puis là, le gouvernement, justement, on a beaucoup parlé dans la dernière année de la nécessité d'augmenter notre capacité de production d'énergie. C'est parce que on commence à manquer d'énergie dans les heures de pointe, l'hiver, quand il fait froid, des choses comme ça, parce que on commence à vendre notre énergie verte. Là, de plus en plus, les entreprises et les gouvernements veulent réduire leur production de gaz à effet de serre. Donc, l'Ontario nous en achète, les Maritimes veulent nous en acheter. Aux États-Unis, l'État de New York veut nous en acheter. Donc là, c'est génial pour l'économie du Québec parce qu'on vend de plus en plus notre électricité, mais ça fait qu'il nous en reste de moins en moins pour nous ici. Et donc, puis même, il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent s'installer au Québec, des entreprises des centres de données, des choses comme ça, pour avoir de l'énergie verte et pas chère. Donc, c'est sûr que plus on diversifie les sources de production d'énergie verte au Québec, plus on va pouvoir attirer des entreprises chez nous, plus on va pouvoir en vendre à l'étranger, puis plus ça va nous permettre collectivement de réduire nos gaz à effet de serre, puis de devenir un petit peu la batterie verte de l'Amérique du Nord. Donc, c'est pour ça en ce moment qu'on voit les parcs éoliens qui poussent en Gaspésie, puis que de plus en plus, le gouvernement commence à parler d'augmenter notre capacité de production. Donc, dans cette optique-là, puis on pourrait aussi se dire, plus il va y avoir, par exemple, plus on va réutiliser nos toitures pour faire de l'énergie solaire, plutôt que d'avoir juste du bardeau, d'asphalte ou du gravier, moins on va avoir besoin de construire de barrages dans le Grand Nord. T'sais. Donc, ça, sous l'angle très macro, c'est intéressant. Par contre, pour le consommateur, pour le citoyen, le résident, il ne va pas payer moins cher et son énergie ne sera pas moins verte. Mais à l'échelle globale, ça peut être intéressant d'avoir en effet l'énergie solaire dans le quartier. Mais merci beaucoup. Il y a plus de questions, donc je vous laisserai là, dès à présent conclure là, avec votre mot de la fin. Puis moi, je vais vous remercier au nom du Comité national de l'environnement de la REC, au nom de mon équipe aussi là, à la REC. C'est des préoccupations qu'on a, nous, d'assurer une certaine transition juste et équitable, la transition environnementale. C'est des préoccupations qu'on a. Le dossier de l'environnement est traité là, finalement et fait partie de nos préoccupations depuis plusieurs années maintenant. Donc, de souligner le jour de la Terre avec un décideur politique comme vous, qui apporte des idées nouvelles, un élu de la relève, je pense que c'est très encourageant. Qui aurait cru finalement qu'on allait un jour souligner le jour de la Terre en accueillant un élu? Souvent, on peut vous reprocher de ne pas représenter les préoccupations environnementales de ceux qui vous ont élus, de vos électeurs. Mais je pense que dans votre livre, vous apportez des idées nouvelles qui sont très intéressantes et qui rejoignent toutes les générations. Donc, félicitations et merci d'avoir accepté aussi notre invitation là, de venir vulgariser et rendre accessibles vos idées là, durant cette conférence pour nos membres. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je me sens privilégié d'avoir pu venir vous parler aujourd'hui. Puis, si on veut améliorer les choses, il faut être capable de voir différemment, il faut être capable de se re-questionner, d'amener des solutions. Puis moi, il y a deux choses qui me guident. Là. Ma boussole m'amène vers deux nords. Je me dis toujours, j'espère que tout le monde vous avez gardé en tête, peu importe les actions qu'on prend dans le quotidien, c'est de dire le changement, il faut que les gens embarquent. Il faut trouver une façon que les gens en rêvent, qui le souhaitent, qui le désirent, puis qui fassent partie de la solution. Et l'autre chose, comme je disais tout à l'heure, ça prend du temps à changer la société, mais il faut commencer par planter des graines, il faut commencer par amener des idées, par amener des pistes de solutions. Ça ne se réalisera peut-être pas demain, mais si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est sûr que ça ne se réalisera pas demain. Donc, au moins, on met les chances de notre côté en essayant. Puis on a tous un rôle à jouer, quel qu'il soit, peu importe le rôle qu'on joue dans la société, la place qu'on a ou l'emploi qu'on a, on a un rôle. Donc, allez promouvoir les bonnes idées, butiner, contaminer les gens autour de vous aux bonnes idées. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va avancer collectivement au Québec.
Bien sûr, ces sages paroles, je vous remercie une fois de plus, M. Boyer. Je vous laisse aller vaguer à vos occupations de maire de Laval et félicitations pour tout ce que vous faites. C'est très beau de vous voir aller. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Au revoir.